d'économie. J'avais tellement hâte de rentrer à la maison et d'annoncer cette nouvelle incroyable à ma femme Monique et à notre fils Benoît. Mais quand j'ai ouvert la porte d'entrée et que j'ai entendu leur voix s'élever depuis la cuisine, quelque chose m'a poussé à m'arrêter. Je suis resté immobile dans le couloir à écouter et ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Laissez-moi commencer par le début. Je m'appelle Lucien et j'ai 63 ans. J'ai passé 35 ans à travailler comme ingénieur électricien pour EDF avant de prendre ma retraite il y a 2 ans. Ma femme Monique et moi sommes mariés depuis 38 ans. Nous avons un fils Benoît qui a 35 ans et travaille comme expert comptable. Il est marié à une femme nommée Céline et ils ont 2 enfants. Mon frère Jean-Pierre avait 7 ans de plus que moi. Il ne s'est jamais marié et n'a jamais eu d'enfant. Il était ce que les gens appelaient un célibataire endurci. Après son service militaire, il a acheté une exploitation en Lozère et y a passé le reste de sa vie à élever des bovins et des chevaux. Nous n'étions pas particulièrement proches en grandissant car l'écart d'âge rendait les choses difficiles. Mais au cours de la dernière décennie de sa vie nous nous sommes retrouvés. J'allais lui rendre visite au domaine chaque été juste tous les deux. Nous pêchions, nous nous occupions des bêtes et nous discutions de la vie. Monique n'est jamais venue car elle disait que la Lozère était trop isolée et trop ennuyeuse. Avec le recul je pense que Jean-Pierre voyait des choses sur mon mariage que j'étais trop aveugle pour percevoir. Jean-Pierre est décédé il y a 3 mois d'une crise cardiaque à l'âge de 70 ans. Les obsèques ont été intimes avec seulement moi, quelques-uns de ses ouvriers agricoles et des voisins du coin. Monique a prétendu avoir une migraine et n'a pas pu faire le voyage. Benoît a dit qu'il avait trop de travail. Je ne pensais pas beaucoup à l'héritage car Jean-Pierre vivait simplement. Je supposais que tout irait à une œuvre de charité ou peut-être à son ouvrier de longue date, un homme nommé Gaston qui travaillait pour lui depuis 20 ans. Puis la semaine dernière j'ai reçu un appel d'une notaire de Mende. Monsieur Lucien Bernard, je suis maître Isabelle Leroy. Je m'occupe de la succession de votre frère Jean-Pierre. Vous devez venir en Lozère car il y a des documents qui nécessitent votre signature et il y a une lettre personnelle que votre frère a laissée pour vous. Une lettre ? J'ai ressenti une vive émotion car Jean-Pierre n'était pas du genre à écrire des lettres. J'ai pris le train pour Mende 3 jours plus tard. Maître Leroy était une femme d'une 50aine d'années avec un regard bienveillant. Elle m'a fait asseoir dans son bureau et a ouvert un dossier épais. Monsieur Bernard, votre frère vous a désigné comme légataire universel de tous ses biens. J'ai écarquillé les yeux en demandant pardon et quoi ? Elle a souri doucement en expliquant que c'était tout le domaine de 260 hectares avec la maison de maître, 2 gîtes et une grange. Il y avait aussi 2 appartements à Lyon qui génèrent environ 3 500 € mensuels de revenus locatifs, un compte d'épargne avec 387 000 € et son portefeuille d'investissement évalué actuellement à environ 220 000 €. Je suis resté là stupéfait. Jean-Pierre n'avait jamais parlé d'argent. Je savais que le domaine avait de la valeur mais je n'avais aucune idée pour le reste. J'ai réussi à dire que cela représentait plus d'1 million d'euros au total. Elle a précisé que c'était plus proche d'1 400 000 € et que mon frère était un homme très économe qui avait épargné et investi judicieusement pendant des décennies. Mes mains tremblaient et je n'arrivais pas à réaliser. Maître Leroy a sorti une enveloppe scellée de son bureau en disant qu'il m'avait aussi laissé cela avec la consigne spécifique que je devais la lire en privé après avoir pris connaissance de l'héritage. J'ai pris l'enveloppe sur laquelle mon nom était écrit de l'écriture familière de mon frère. Elle m'a dit de prendre mon temps et est sortie quelques minutes. J'ai fixé l'enveloppe un long moment avant de l'ouvrir soigneusement. Cher Lucien, si tu lis ceci c'est que je suis parti. Ne sois pas triste car j'ai eu une belle vie et je suis en paix. Tu es probablement sous le choc en apprenant tout ce que je te laisse. Je n'ai jamais parlé d'argent intentionnellement car j'ai appris au fil des ans que l'argent change les gens ou plutôt qu'il révèle qui ils sont vraiment. Lucien, je vais dire quelque chose qui pourrait faire mal mais j'ai besoin que tu l'entendes. Je t'ai observé ces 10 dernières années et j'ai vu comment tu vis. Tu travailles dur, tu subviens aux besoins de tous et tu te sacrifies. Mais j'ai aussi vu comment Monique te traite et comment Benoît te traite. Ils prennent sans cesse et tu continues de donner parce que tu penses que c'est cela l'amour. Ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais rien dit car je savais que tu ne m'écouterais pas et que tu les aurais défendus. Mais maintenant que je suis parti et que tu as cet héritage, je dois t'avertir. Quand les gens apprennent l'existence de l'argent, ils montrent leur vrai visage. Observe attentivement Lucien et écoute ce qu'ils disent quand ils pensent que tu n'es pas là. Ne leur parle pas de cet héritage tout de suite et attends quelques jours pour voir comment ils réagissent et ce qu'ils pensent vraiment de toi. Si je me trompe sur Monique et Benoît alors je serai heureux de m'être trompé.
Dis-leur tout et vivez heureux. Mais si j'ai raison, alors tu auras les moyens de recommencer à zéro. Tu auras une maison ici au domaine, une sécurité financière et des options. Tu as passé toute ta vie à t'occuper des autres et il est temps de t'occuper de toi-même. Je crois en toi petit frère et quoi qu'il arrive sache que tu mérites le respect et l'amour, le vrai amour. Ton frère Jean-Pierre. J'ai lu la lettre 3 fois les yeux humides. Une partie de moi voulait l'ignorer en pensant que Jean-Pierre ne connaissait pas Monique comme moi après 38 ans de mariage. Certes tout n'était pas parfait mais quel mariage l'était? Cependant une autre partie de moi enfouie profondément murmurait que Jean-Pierre avait peut-être vu ce que je refusais de voir. J'ai plié la lettre, je l'ai mise dans ma poche et j'ai pris une décision. Je ne dirai rien à personne pour le moment. Je rentrerai chez moi, j'agirai normalement et j'observerai. Maître Leroy est revenu et nous avons finalisé les papiers. J'ai tout signé, j'ai reçu les copies des documents et je suis rentré à Lyon par le train du soir. Quand je suis arrivé vers 20h, Monique regardait la télévision au salon et à peine levait les yeux pour me demander comment s'était passé le voyage. J'ai répondu que c'était bien et qu'il s'agissait juste de paperasse pour la succession. Elle a demandé s'il m'avait laissé quelque chose. J'ai marqué une pause avant de dire pas grand-chose, le domaine revient à son ouvrier agricole et apparemment une œuvre de charité récupère le reste, j'ai juste dû signer quelques documents en tant que parent proche. Monique a hoché la tête en retournant déjà son regard vers l'écran en disant que c'était dommage et qu'elle pensait qu'il avait peut-être mis de l'argent de côté. J'ai répété que non, juste le domaine pour Gaston. Je suis allé dans la chambre, j'ai caché les documents dans ma vieille boîte à outils au garage où Monique ne mettait jamais les pieds et j'ai essayé de dormir. Les jours suivants ont été étranges. Je me suis surpris à observer Monique différemment et à écouter ses paroles avec plus d'attention. Plus j'observais, plus je remarquais des choses que j'avais ignorées pendant des années. La façon dont elle parlait constamment d'argent, du fait que nous n'en avions pas assez, qu'il fallait faire attention et que la retraite nous ruinait, alors qu'elle ne semblait jamais réduire ses propres dépenses comme ses rendez-vous hebdomadaires chez le coiffeur. Ses sorties shopping avec ses amis ou les nouveaux meubles qu'elle voulait pour le salon. Il y avait aussi sa façon de parler de moi avec des petits commentaires presque anodins disant que Lucien n'a jamais été ambitieux, que Lucien ne comprend pas ces choses ou que Lucien reste assis toute la journée maintenant qu'il est à la retraite. Avait-elle toujours parlé comme ça ou avais-je simplement cessé d'écouter? Le jeudi, Benoît est venu dîner avec Céline. Habituellement il ne venait que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose comme de l'argent pour les activités des enfants, de l'aide pour des réparations dans leur maison ou une babysitter gratuite. Pendant le dîner, Monique a évoqué Jean-Pierre en disant à Benoît que son oncle était décédé et que son père était allé en Lozère pour régler la paperasse. Benoît a levé les yeux de son assiette pour demander s'il avait laissé quelque chose. J'ai répondu d'un ton décontracté que non, le domaine allait à l'ouvrier et le reste à une association. Benoît a froncé les sourcils en disant que ce domaine devait pourtant valoir quelque chose et que l'oncle Jean-Pierre semblait toujours avoir de l'argent. J'ai rétorqué qu'il vivait simplement et que je ne pensais pas qu'il y avait grand-chose. Benoît s'est remis à manger mais j'ai capté un regard entre lui et Monique, un regard rapide et presque imperceptible que j'aurais manqué si je n'avais pas été aux aguets. Après le dîner, Benoît a dit qu'il devait parler à sa mère de quelque chose et ils sont allés dans la cuisine. Je suis resté au salon en faisant semblant de lire le journal mais je me suis levé silencieusement pour me rapprocher de l'entrée de la cuisine. Leurs voix étaient basses mais je pouvais les entendre. Benoît demandait si elle était sûre qu'il n'y avait rien et Monique répondait que c'est ce que j'avais dit. Benoît disait que cela n'avait pas de sens car l'oncle n'avait ni femme ni enfant et que papa était sa seule famille. Pourquoi laisserait-il tout à des étrangers? Monique a répondu qu'elle ne savait pas et que peut-être Lucien ne leur disait pas tout. Benoît a demandé si elle pensait que je cachais quelque chose et Monique a répondu qu'elle pensait que mon père n'était pas assez malin pour cacher quoi que ce soit et qu'il ne comprenait probablement rien aux questions juridiques. Elle a ajouté que Jean-Pierre avait peut-être des dettes ou que le domaine ne valait rien. Je suis resté pétrifié dans le couloir. Ma femme depuis 38 ans venait de me traiter d'imbécile et mon fils n'avait pas contredit. Benoît a dit que c'était décevant car il espérait que nous pourrions enfin nous en sortir car Céline lui mettait la pression pour le fonds d'études des enfants. Monique a répondu qu'elle comptait aussi là-dessus pour faire enfin ce voyage en Europe ou rénover la cuisine. Benoît a alors demandé ce qu'il en était de ma pension et de mes économies de retraite. Monique a dit qu'il y avait un peu mais pas autant qu'on pourrait le croire car je n'avais pas eu un salaire très élevé. Benoît a alors dit que si papa partait en premier elle s'en sortirait avec l'assurance vie, la maison et son plan d'épargne mais qu'il ne fallait pas attendre trop longtemps.
J'ai eu la nausée en comprenant qu'il parlait de ma mort comme d'une opportunité commerciale. Monique a dit qu'elle y avait pensé mais qu'un divorce à cet âge ne lui rapporterait que la moitié de pas grand-chose à moins de trouver une autre solution. Benoît a baissé la voix et j'ai dû tendre l'oreille pour entendre sa suggestion de me faire signer un nouveau testament qui lui donnerait tout directement à elle sans partage. Il a suggéré de me dire que c'était pour des raisons fiscales car papa ne comprendrait rien à ces trucs-là. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne l'entende. Je me suis reculé silencieusement, je suis retourné au salon et je me suis rassis avec mon journal. Quelques minutes plus tard ils sont sortis de la cuisine en souriant et en discutant comme si de rien n'était. Cette nuit-là je n'ai pas pu fermer l'œil. Jean-Pierre avait raison. Ma femme n'aimait pas l'homme que j'étais mais mon salaire, ma pension et mon assurance vie. Mon fils me voyait comme un futur héritage et non comme un père. Le lendemain matin après que Monique soit partie chez le coiffeur j'ai passé des appels. J'ai trouvé un avocat spécialisé en droit de la famille nommé Maître François Girard et j'ai pris rendez-vous pour le lundi. Ensuite j'ai appelé Maître Leroy en Lozère pour lui demander conseil sur la protection de mon héritage en cas de divorce. Elle m'a expliqué qu'en France les biens reçus par succession sont des biens propres et non des biens communs à condition de ne jamais les mélanger avec des comptes joints. Elle m'a conseillé de ne pas verser un centime sur un compte auquel Monique avait accès et de ne pas mettre son nom sur les propriétés. Elle a ajouté que si j'envisageais sérieusement le divorce il ne fallait surtout pas lui parler de l'héritage avant que la procédure ne soit lancée pour éviter qu'elle ne tente de prétendre à une dissimulation de biens. Ma position était forte car l'héritage datait d'après le décès et il n'y avait eu aucune contribution de ma femme. Au cours de la semaine suivante je me suis préparé. J'ai ouvert de nouveaux comptes dans une autre banque, j'ai loué un coffre-fort pour les documents et j'ai acheté un petit enregistreur numérique en forme de stylo que je gardais dans ma poche. J'ai commencé à enregistrer les conversations non pas pour le tribunal mais pour me rappeler la vérité quand je commençais à douter de ma décision. Monique continuait ses petites remarques sur ma distraction et suggérait que je devrais voir un médecin pour ma mémoire en prétendant que j'oubliais de payer les factures ce qui était faux. Elle construisait un récit selon lequel je déclinais mentalement pour prendre le contrôle des finances. Benoît est revenu 2 fois et à chaque fois j'ai enregistré leur conciliabule privée. Sur l'un des enregistrements j'ai entendu Benoît dire que si je recevais un diagnostic de début de démence ou d'Alzheimer elle pourrait demander une mise sous tutelle pour tout contrôler. Monique a objecté que je n'avais pas de démence mais Benoît a répondu que cela n'importait pas car beaucoup de médecins poseraient le diagnostic si le conjoint rapportait les bons symptômes comme des troubles de la mémoire ou un mauvais jugement. Il lui a conseillé de tenir un journal des incidents pour constituer un dossier en 6 mois. J'ai écouté cet enregistrement 3 fois pour m'imprégner de chaque mot cruel. Ma propre femme et mon fils complotaient pour me faire déclarer incapable. 2 semaines après mon voyage en Lozère j'étais prêt. Les papiers du divorce étaient prêts et j'avais 6 enregistrements accablants. J'ai choisi un samedi matin alors que Monique préparait le petit déjeuner et que Benoît devait passer plus tard pour m'aider à vider le garage ce qui n'était qu'un prétexte pour passer plus de temps avec sa mère. Je suis entré dans la cuisine et je me suis assis. Monique j'ai besoin de te dire quelque chose. Elle s'est retournée avec sa spatule à la main en demandant ce qu'il y avait. J'ai dit que je lui avais menti au sujet de la succession de Jean-Pierre. Ses yeux se sont agrandis. Jean-Pierre n'a pas tout laissé à son ouvrier, il m'a tout laissé à moi, le domaine, 2 appartements à Lyon, 400 000 € d'épargne et un portefeuille d'investissement de 200 000 € pour une valeur totale de 1 400 000 €. Le visage de Monique est passé par le choc, le calcul puis un sourire forcé. Elle a dit que c'était merveilleux et a demandé pourquoi je ne l'avais pas dit plus tôt. J'ai répondu que c'était parce que Jean-Pierre m'avait prévenu à ton sujet. Il m'a laissé une lettre disant que l'argent révèle le vrai visage des gens et il m'a dit d'observer et d'écouter. Son sourire s'est évanoui. J'ai sorti l'enregistreur de ma poche et je l'ai posé sur la table en disant que j'avais enregistré ces conversations avec Benoît depuis 2 semaines. Elle a pâli. J'ai lancé la lecture et sa propre voix a résonné disant que je n'étais pas assez malin pour cacher quoi que ce soit. J'ai avancé jusqu'à la voix de Benoît parlant de mise sous tutelle et de diagnostic de démence. J'ai arrêté l'enregistrement et j'ai regardé ma femme qui restait figée. J'ai dit calmement que vous prévoyiez de me faire déclarer incompétent pour prendre le contrôle de mon argent et attendre que je meure. Elle a bégayé que je comprenais mal mais j'ai coupé court en disant que j'avais été aveugle pendant 38 ans mais que je ne l'étais plus. J'ai posé l'enveloppe contenant les papiers du divorce sur la table en lui annonçant que je déposais la demande le lundi. L'héritage est un bien propre et elle n'y avait aucun droit. Les biens communs comme la maison et les comptes joints seraient partagés selon la loi.
Monique a hurlé que je ne pouvais pas faire ça après 38 ans de mariage. J'ai demandé pendant combien de ces années elle m'avait réellement aimé ou si j'avais toujours été juste un compte en banque. Elle n'a pas répondu. Benoît est entré à ce moment-là et a immédiatement senti la tension. Monique a crié que j'avais perdu la tête et que je parlais de divorce. J'ai fait écouter à Benoît l'enregistrement de sa propre voix parlant de la tutelle. Son visage est devenu livide et il a tenté de dire que c'était hors contexte. J'ai demandé quel contexte rendait acceptable le fait de vouloir voler son propre père en le faisant passer pour un fou. Benoît a arrêté de discuter et a demandé combien Jean-Pierre m'avait laissé. J'ai répondu que cela ne le regardait plus. Monique a tenté de se radoucir en disant qu'elle était juste frustrée et que c'était Benoît qui lui mettait des idées en tête. Benoît s'est emporté et ils ont commencé à se rejeter la faute l'un sur l'autre, révélant encore plus de leur noirceur. Je suis parti à l'hôtel et mon avocat a pris le relais. Le divorce a duré 4 mois. Monique a essayé de contester en prétendant que l'héritage devait être considéré comme un bien commun, mais mon avocat a tout balayé. Les enregistrements, bien que non utilisés officiellement au tribunal, ont aidé à établir un climat qui a rendu le juge très peu sympathique envers les demandes de Monique. Finalement, elle a obtenu la maison et la moitié de nos comptes d'épargne retraite communs. J'ai gardé ma pension et l'intégralité de l'héritage. Benoît a cessé de me parler, mais j'ai appris que Céline était furieuse contre lui car elle ignorait ses manigances et se sentait humiliée. Monique a dû vendre la maison car elle ne pouvait plus assumer le train de vie sans mon salaire. 6 mois après le divorce, je me suis installé en Lozère. Le domaine était encore plus beau que dans mes souvenirs, avec ses collines à perte de vue et ses montagnes à l'horizon. La maison de maître était solide et j'ai gardé Gaston comme régisseur en lui offrant un meilleur salaire et le logement gratuit dans un des gîtes pour lui et sa femme. Les débuts ont été rudes à 63 ans pour tout recommencer seul, mais au printemps, quand j'ai vu les champs verdir et les chevaux dans les pâturages, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des décennies. Je me suis fait des amis parmi les éleveurs locaux et j'ai repris la pêche. 8 mois plus tard, j'ai rencontré Catherine dans une quincaillerie en ville. Elle a 60 ans, elle est veuve et nous avons commencé à prendre des cafés puis à dîner ensemble. Ce n'est pas une grande passion de cinéma mais une complicité sincère entre deux personnes qui s'apprécient pour ce qu'elles sont. La semaine dernière, je suis allé sur la tombe de Jean-Pierre au bord du domaine. Je lui ai parlé de Catherine et du fait que j'apprenais enfin à monter à cheval correctement. Je lui ai dit qu'il avait raison sur toute la ligne et que je regrettais de ne pas avoir écouté plus tôt. J'ai 64 ans maintenant et s'il me reste 20 belles années, je ne vais pas les gâcher pour des gens qui ne m'estiment pas. La lettre de Jean-Pierre est encadrée sur mon mur et chaque matin je lis la dernière ligne qui dit que j'ai passé ma vie à m'occuper des autres et qu'il est temps de m'occuper de moi. Merci mon frère, car j'ai enfin compris. Cette histoire nous rappelle cruellement que les liens du sang ne garantissent pas toujours la loyauté et que l'appât du gain peut transformer les personnes que nous aimons le plus en véritables étrangers. Il est fascinant et effrayant de voir comment un héritage peut agir comme un révélateur chimique sur la moralité d'une famille. Lucien a eu la chance d'avoir un frère lucide qui a su le protéger au-delà de la mort, mais combien d'entre nous auraient le courage de confronter une telle vérité après presque 40 ans de vie commune ? La décision de Lucien de partir vivre en Lozère montre que la véritable richesse n'est pas dans le montant du compte en banque mais dans la liberté de vivre entouré de personnes sincères et dans le respect de soi-même. C'est une magnifique leçon de résilience qui prouve qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer et trouver la paix loin de la toxicité. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Lucien si vous aviez découvert que vos proches complotaient contre vous pour votre argent ? Pensez-vous que le pardon soit possible après une telle trahison ou la rupture définitive est-elle la seule solution pour se reconstruire ? Partagez vos réflexions et vos expériences en commentaire.